Welcome to the podcast. My name is Sil. Bienvenue au Polycast, le podcast de Polytech Montpellier et aussi de toutes les écoles Polytech. Le Polycast reçoit des invités de tous les coins du monde et de tous les horizons professionnels. Quels ou ils soient scientifiques, littéraires, artistes ou businesswomen, businessmen, étudiants, enseignants, acteurs de terrain, actrices de terrain, nos invités nous aident à mieux comprendre la société, leur expérience éclaire la nôtre. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous présentons le premier épisode d'une série dédiée spécifiquement aux anciens de Polytech. Chaque épisode présentera un ingénieur ou une ingénieure diplômée de l'une des écoles Polytech et nous permettra d'explorer avec eux la diversité et la vivacité de notre communauté. Car Polytech un jour, Polytech toujours. C'est Alex Guibert, ancien de Polytech Orléans, qui ouvre le bal. Alex a obtenu 3 diplômes. En parallèle, un titre d'ingénieur en mécanique et matériaux, un master en management et administration des entreprises et un master en physique. Il a accompli une ribambelle de stages qui l'ont vu parcourir le monde de l'Australie à l'Amérique, en passant par la France et l'Italie. Il est maintenant à University of California, San Diego, aux États-Unis, où il travaille un PhD. Son doctorat porte sur plusieurs projets, dont un pour la NASA. C'est de là qu'il nous rejoint aujourd'hui, donc au laboratoire JPL, où il y est cet été 2022 pour effectuer son stage. Alors Alex est un Polytech pure souche, travailleur, curieux, humble, passionné. Il donne même des conférences dans nos écoles pour inspirer nos étudiants à rêver grand et en couleur. Il a accepté de mettre en pause ses travaux de recherche juste le temps de venir nous raconter son histoire d'ancien. Nous lui en sommes reconnaissants. C'est une belle illustration de Polytech un jour, Polytech toujours. Et maintenant, voici le Polycast d'Alex Guibert. Eh bien, Alex Guibert, bonjour, merci d'être là pour le Polycast. On est super heureux de t'avoir. Bonjour. Alors, avant de commencer, de te poser plein de questions, le premier truc, c'est t'es où et il est quelle heure chez toi? Donc là, je suis à San Diego, il est 8h10 et je suis dans mon bureau à l'Université de Californie à San Diego. University of California, San Diego. Et alors, du coup, ton bureau, ça ressemble à Mars derrière toi, avec une espèce de rover. C'est quoi ce truc? Alors, ce qu'on a derrière, c'est Curiosity. C'est un des rovers donc, dont on a pas mal parlé. C'est le rover qui a été lancé en 2011, qui est arrivé en 2012 sur Mars. Un bijou de technologie qui nous a apporté énormément de connaissances donc sur la planète rouge. Et c'est un rover que j'aime bien, avec son petit frère ou sa petite sœur, je ne sais pas trop, qui a été lancé il y a environ 2 ans, Perseverance, qui avait aussi également fait un peu le tour du monde. Et c'est un rover que j'aime bien et j'aime bien l'avoir en fond d'écran aussi, puisque en ce moment, je travaille sur le design d'un rover moi-même pour JPL, qui a également lancé ses rovers. Donc voilà, c'est une image que j'aime bien. Excellent. Donc, tu es Monsieur Rover. On va creuser tout ça. Et puis, donc, on a déjà mis les pieds dans le plat, ou j'ose dire, sur la bonne planète. Avant d'aller dans le détail de ton travail pour la NASA et de ton doctorat à Caltech JPL et puis à UC San Diego, on va te demander de revenir un peu en arrière et de nous expliquer tes origines, tes rêves de gosse. À quel moment tu t'es dit moi, je vais devenir scientifique et je vais travailler sur des trucs super fous et complètement rocambolesques. À quel moment ça t'est arrivé? Alors, donc mes origines, c'est assez simple. Je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai pas la nationalité américaine, j'ai pas grandi aux États-Unis. Pour ce qui est de la science, en fait, j'ai grandi en étant très curieux. Pas forcément de la science, mais d'un peu de tous les domaines. Ça, par exemple, la médecine m'a beaucoup intéressé. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé aussi de travailler, par exemple, pour National Geo. Quand je voyais les reportages animaliers, tout ce qui est l'exploration, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, qui m'a intéressé. Pour ce qui est des sciences, je pense que c'est venu en fait à la suite de la curiosité. J'ai fait un bac S
Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup savoir comment les choses fonctionnaient, que ce soit au travers, par exemple, des TPE qu'on fait en première, que ce soit au travers de la physique-chimie, des maths. Et j'ai plutôt eu des facilités dans ces domaines, on va dire. Et donc, j'ai commencé à Polytech, pas par hasard, mais je me suis dit qu'ingénieur collait pas mal avec mes passions. Et en fait, je m'y suis plus totalement. Euh, j'ai adoré apprendre l'ingénierie. Je me suis plutôt spécialisé dans l'ingénierie mécanique, etc. Alors Euh, attends, avant qu'on aille sur la partie Polytech, parce que ça, c'est ce qui intéresse tous les étudiants. ouais. Est-ce que tu as des gens dans ta famille qui sont scientifiques? Est-ce que tes parents, tes oncles, tes tantes sont des scientifiques ou tu es le premier? Alors, mon frère j'ai un grand frère qui est ingénieur. Ouais. Euh, mais sinon, dans ma famille, pas du tout. Mon père travaillait dans la logistique. Ma mère est dans l'administration. Mes grands-parents sont plutôt du monde agricole, donc pas du tout prédéterminés au monde scientifique ou à l'ingénierie ou l'industrie. Donc, tu es le premier rocket scientist, en fait, de la famille. On peut dire ça. On peut Ok. dire ça, oui. Mais alors, avant même d'intégrer Polytech, quand tu étais dans ton bac S ou un peu avant, Mhm. enfin dans tes études secondaires, est-ce que tu te disais, ah, peut-être un jour je travaillerai pour un labo ou peut-être un jour. Mais en fait, tu vois, est-ce que tu avais ce rêve ou pas du tout? C'est venu, c'est une construction qui s'est faite dans une période de gestation après. Euh, je pense qu'au lycée, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Et j'avais pas du tout cette vision de dans 5, 10 ans, je vais travailler pour qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit même de l'aéronautique, l'aérospatiale, de l'automobile, du pharmaceutique. Je pense que j'avais pas du tout cette vision. Je me posais pas vraiment la question non plus. Euh, j'étais, Mais ça, c'est je super. pense. Oui, attends, je t'interromps 2 secondes. Ça, c'est super rassurant pour nos étudiants. Parce que tu en as plein qui se disent je n'arrive pas à décider, tu vois. Et le fait que toi, qui es bien ancré dans un parcours super costaud, nous disent ouais, ben, moi, je ne savais pas à ce moment-là. Je trouve que c'est libérateur, quoi. Et c'est un truc que souvent beaucoup de gens me posent cette question, notamment parce que la NASA, bon, on est un gros groupe de passionnés. Et maintenant, j'adore ce que je fais. Je suis ultra passionné, mais j'ai beaucoup de gens qui sont passionnés de la NASA, de l'espace, etc., depuis qu'ils ont 10 ans ou 5 ans, qui construisaient des modèles de fusées, qui allaient dans des clubs d'astronomie. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'adore ce que je fais, mais c'est une passion que j'ai plutôt trouvée euh, tardivement. Et ouais, c'est un message qui, je pense, me tient aussi à cœur de dire qu'il y a pas de souci à ne pas savoir à 18 ans ou même se tromper. Il n'y a aucun souci. Il y a aucun Exactement, souci là-dessus. exactement. Tu peux passer par des voies détournées. OK. Donc on a compris que ça a été une éclosion lente. Alors, on Mhm. va revenir un peu sur ton parcours. D'abord, là, juste pour qu'on comprenne, t'es où maintenant? Tu fais quoi maintenant? Après, on fera un petit flashback. Alors, là, donc, euh, je suis à San Diego, mais cet été, il se trouve que je travaille pour JPL. Donc, Qui est je JPL, travaille JPL, le c'est Jet Propulsion Lab, qui est donc un labo qui est financé par la NASA et géré par Caltech. Euh, donc, ils ont un petit peu cette triple enseigne avec leur propre identité, Caltech et la NASA. Et donc, je travaille pour JPL dans le cadre de ma thèse. Et donc, je fais également du travail pour UCSD et en partenariat avec UCSD. Mais cet été, je travaille pour JPL. Il se trouve que je suis pas sur site tous les jours. Donc, la plupart du temps, je travaille à UCSD à San Diego, mais il m'arrive d'aller à JPL de temps en temps. Donc, voilà OK. pour Pour la ceux qui nous situation. écoutent, UCSD, c'est University of California, San Diego. Donc, on dit toujours le nom de l'université et ensuite le campus. Donc, San Diego, c'est la partie sud de la Californie, en dessous de Los Angeles. OK, donc là, tu es là maintenant. Alors maintenant, on va essayer de revenir en arrière. Bien sûr, tu vas nous parler de Polytech, mais Mhm. si j'ai bien compris, tu as en fait effectué 3 parcours presque en parallèle, en plus des parcours relativement variés. Donc j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu as décidé ça, comment tu as pu jongler, parce que à mon sens, ça devait être une somme de travail colossale.
Et puis, est-ce que tu le referais? C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé que c'était légitime de tenter tous ces trucs et de les faire arriver en même temps? À toi. Alors, oui, Oui, j'ai fait c'est cela, oui. la réponse courte, oui. Non, mais j'ai fait donc Polytech offre pas mal de possibilités en double diplôme, notamment avec les IAE dans les différentes villes de France, mais également des doubles diplômes plus scientifiques. J'ai, pour ma part, effectivement effectué 3 diplômes en parallèle. Donc Polytech, moi j'étais à Polytech Orléans en mécanique et matériaux. OK. J'ai fait un double diplôme à l'IAE, un master en administration des entreprises OK. et un master en physique fondamentale et application. OK. Donc, j'ai d'abord commencé par l'IAE. En fait, il se trouve qu'à Polytech Orléans, l'IAE, c'est un choix qui se fait en 3e année. Et en fait, on intègre le Master 2, mais qu'on étale entre la 4e année et la 5e année. OK. Donc, en 4e année, j'ai fait en parallèle l'IAE Polytech et j'avais également un job étudiant. Alors, attends. En plus, tu as rajouté un job étudiant. Mais le IAE, qu'on soit clair, c'est une école de commerce universitaire. Donc là, tu faisais deux choses différentes, de l'ingénierie à Polytech et du business à IAE. Ouais. Donc IAE, oui, c'est l'acronyme d'Institut d'administration des entreprises. Et donc là, oui, c'est un diplôme où j'avais du marketing, du droit, du management, enfin tout ce qui se tient à la gestion ou à la création des entreprises, de la compta. Il y avait cette possibilité-là. Je sais que j'étais un peu curieux sur le fonctionnement. En fait, dans ma vie, ma curiosité a beaucoup guidé mes choix et je pense que tout au long de cet entretien, ça va, on va revenir là-dessus. Mais j'étais curieux un petit peu de comprendre comment fonctionnait une entreprise. Notamment, c'est pas le cas pour la NASA, mais parce que beaucoup d'industries, on a beau être les meilleurs ingénieurs du monde et construire les meilleurs produits, si on n'est pas capable de les vendre ou de créer son entreprise ou je vais pas dire que ça sert à rien, mais on n'arrivera pas à atteindre le public que l'on souhaite. Donc j'ai été curieux pour ça. Il y avait peut-être un petit côté aussi challenge et de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Et donc ensuite, ça c'est en 4e année. Et entre ma 4e et 5e année, donc j'effectue une année de césure. On pourra revenir là-dessus plus tard, mais j'effectue une année de césure. Et donc, en 5e année, ma spécialité mécanique et matériaux offrait cette possibilité de faire un double diplôme en physique. Et c'était un petit peu aussi de l'autre côté du spectre. On va dire que l'ingénierie, c'est de la science appliquée. Le côté IAE, c'était le côté, une fois qu'on a créé le produit, comment créer son entreprise, le vendre. Donc, le côté un peu moins scientifique, mais de management, etc., où beaucoup de gens s'orientent également en parallèle de l'ingénierie. Et le master de physique, c'était un petit peu la science dure, le côté plus fondamental. Donc, il y avait un petit peu ce complément de couvrir tout le spectre. La physique, ça a toujours été aussi quelque chose qui m'a intéressé. Et je pense qu'il y avait aussi ce côté un petit peu challenge de est-ce que je suis capable de m'organiser et de réussir à suivre 3 diplômes? Est-ce que c'est possible? J'ai dû un petit peu négocier et discuter parce que c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps. Donc négocier avec qui? Avec les écoles? Ouais, avec les différentes écoles, voir aussi. J'ai eu la chance que la façon dont ont été organisés les diplômes, j'avais quelques cours qui se chevauchaient, mais c'était assez minimal. Il se trouve que l'IAE, en fait, on avait la moitié de la promotion qui étaient des gens qui étaient en reprise d'études, donc qui travaillaient, donc les cours étaient le soir. Et les cours de master de physique étaient en fait des jours qui étaient arrangés avec Polytech. Par exemple, le jeudi où j'avais tout le jeudi qui était des cours de physique et j'avais pas de cours à Polytech le jeudi. Donc j'ai eu beaucoup de chance que ce soit bien arrangé comme ça. Et ouais, donc ça a été quand même pas mal de boulot, mais. Donc en fait, alors ta curiosité là était un moteur. Ensuite, il y avait aussi cette idée de challenge. Donc tu te disais bon, est-ce que je vais être capable?
Je me doute quand même que tu es quand même un gros travailleur et que tu dois avoir une capacité d'abattre du boulot. Bon, pas commune, parce que c'est quand même chaud, hein, 3 diplômes en même temps. Et scientifiquement, tu avais des notes qui tuaient, enfin, tu avais des très, très bonnes notes, ou tu as toujours eu des facilités comme ça, ou pas, ou c'était Ouais, moyen et ça passait? j'ai plutôt toujours eu des bonnes notes. Après, j'ai été plus ou moins, pas feignant, mais on va dire que mes notes dépendaient beaucoup de si je m'investissais. Typiquement, au lycée, j'ai eu des notes correctes, mais j'ai pas, je m'intéressais un petit peu, j'étais un petit peu moins scolaire que je le suis à l'heure actuelle, ce qui en résultait un peu de mes notes. Mais on va dire que les matières telles que les maths et la physique, sans travailler énormément, j'ai toujours réussi à avoir des bonnes notes. Ok. Et pour ce qui est en fait des diplômes, j'ai beaucoup de l'organisation surtout m'a sauvé. Je suis très, ceux qui me connaissent savent que j'organise mes journées. C'est pas minuté, mais c'est Et très pas loin. carré de la façon dont c'est organisé. Et sinon, non, je suis content parce que je m'en suis bien sorti. Mon premier semestre, après, on n'a pas eu les euh, premiers semestres de physique. Je crois que j'étais premier de ma promo. Dans ma spécialité à Polytech, je crois aussi. Enfin, je m'en Ouais, suis ouais. Donc tu avais bien quand sorti. même un profil de scientifique, on va dire, naturel. Donc, parce que j'essaie de faire une liste, tu sais, une liste un peu miracle. Donc, il y a la curiosité, les facilités, donc qui mènent aux bonnes notes, et une capacité à structurer son boulot. Et comme tu viens de Mhm. dire, sa journée. Euh, Mhm. En plus, tu bossais. Tu nous as dit que tu avais un job. Ouais. Et donc, tu dormais peu, j'imagine, quand même. Euh, ça allait beaucoup. J'avais pas énormément, donc je faisais pas, par exemple, beaucoup d'associatifs à ce Ok, moment-là, où je sortais pas tous les soirs ok, ok. euh, dans des bars, mais j'arrivais, et c'est plutôt un truc dont je suis assez content en fait dans mes études, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans mes études, j'ai réussi à accomplir deux, trois trucs, tout en ayant une vie sociale, en fait, en me faisant des amis à Polytech ou dans mes diplômes qui sont des très bons amis où je suis toujours en contact avec eux. J'ai réussi à sortir et à profiter quand même de mes études et des opportunités qu'elles m'offraient. Donc ça, c'est aussi super important parce que je pense qu'il y a un facteur de désociabilisation si tu deviens complètement acharné avec un objectif de carrière. Et donc, le fait que tu réussis en fait, à avoir un équilibre social, c'est super important. Je voudrais pointer un truc avant qu'on passe au sujet d'après, qui est que j'ai discuté, je t'en avais parlé avec un ancien de Polytech Montpellier que je salue, qui Mhm, s'appelle Philippe Adel, qui est lui aussi à la NASA. Alors lui, il y est mhm, plein temps. Philippe, auquel je disais, je demandais, mais toi, tu recruterais sur quelle base tu recrutes sur quelle base les gens à ce niveau? Et il me dit, en fait, je veux les meilleurs. Alors je lui dis, mais les meilleurs, ça veut dire quoi pour toi? C'est ceux qui ont les meilleures notes? Oui, non, non, non. C'est ceux qui ont ce petit truc. Alors les Américains, ils disent the slow je ne sais quoi, tu vois, qui mhm. est une expression française, ce truc, ce je ne sais quoi. Donc, je pense que ça correspond à la curiosité que tu manifestes et que tu as manifesté. Mais je pense que c'est de toute façon marié à une grosse capacité de travail. Et donc, pour reprendre les termes de Philippe, Philippe me disait, je peux embaucher des gens de Polytechnique, Centrale, Polytech, INSA et autres, mais je ne fais pas un choix sur une base élitiste, que les notes, que la réputation de l'école. Je fais un choix sur l'ingéniosité. On est bien là dans l'ingénierie, donc dans cette espèce de curiosité technique qui mène l'individu à dire comment ça fonctionne ce truc. Tu vois. Donc bon, clairement, c'est ce qui t'a fait avancer. Et c'est un truc j'ai déjà, en fait, dans le cadre de mon stage précédent, et là aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs superviseurs de groupe, plusieurs managers, et c'est un truc qui revient effectivement en fait à chaque fois. Euh, il y a deux choses que j'ai remarquées qui venaient à chaque fois à JPL. Euh, c'est donc effectivement la curiosité, notamment de se poser la question pourquoi j'utilise de l'alu et pas du titane, ou pourquoi
ça, comment ça fonctionne, quel est le système, et pas de dire, oh ben on a toujours fait ça, ou on a notamment un JPL qui fait pas de la production de masse, se poser chaque pièce, chaque système, ça répond à une question, ça répond à un besoin. Ensuite, la deuxième chose qui revient à chaque fois et que beaucoup de gens sous-estiment, c'est l'attitude. À chaque fois, on m'a dit, construire un rover comme j'ai derrière moi, c'est pas un boulot d'un seul homme qui sort de Polytechnique, de Centrale, de Caltech, peu importe. C'est des milliers d'ingénieurs, des milliers d'heures. C'est un travail collaboratif. Ce qu'ils recherchent, c'est, alors je veux pas parler pour eux, mais je pense qu'une attitude qui est très importante, c'est de savoir collaborer, d'être ouvert d'esprit, ouvert aux idées, et notamment aux idées qui sont non communes. Pour arriver à des missions comme ça, c'est pas en utilisant des solutions standards qu'on va arriver à des résultats exceptionnels. Et donc, c'est quelque chose qui est pour moi super important. Et dans toutes les entreprises, être capable de collaborer et de savoir écouter les autres et ce qu'ils peuvent apporter, c'est juste super important. Alors ouais, c'est ultra important. Je l'entends de plus en plus en commençant mon travail pour Polytech America. Ce que je trouve en Amérique du Nord, en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'à Polytech, nos étudiants, et tu pourras en témoigner, savent travailler sur les projets parce qu'ils le pratiquent dès la 4A. Et en plus sur des projets industriels, donc en relation directe avec la société. En revanche, peut-être cet esprit thinking out of the box, ce que Elon Musk appelle first principles thinking, se dire, au lieu de dire, comme tu l'as expliqué, ça a toujours marché comme ça, on n'a qu'à reprendre ça, dire non, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quels sont les matériaux qu'on pourrait utiliser? Oui, mais ça, on a essayé, mais est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Et ça, je pense que peut-être qu'à Polytech, on pourrait essayer de le faire plus, en tout cas, de le verbaliser pour dire si vous essayez de chercher des solutions qui sont hors cadre, c'est pas faux de se planter et d'errer. Je ne sais pas si c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est bien d'avoir une maîtrise de quand même ce qui se fait. Ça peut, bien sûr. C'est bien de comprendre. Et dans cette idée de first principle, il y a cette idée de connaître la science un petit peu fondamentale, savoir quand même faire des maths et de la physique. Bien sûr. Le calcul au dos de l'enveloppe pour avoir des idées, voilà. Mais je pense que notamment dans les dizaines d'années qui vont venir, on va rencontrer des challenges sans précédent. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et où les solutions simples, elles sont déjà là. On arrive, on travaille, il y a des gens qui disent qu'on travaille sur les épaules des géants, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'automobile à un niveau, par exemple, je prends cet exemple-là, mais c'est vrai pour beaucoup d'industries, à un niveau d'excellence qui est sans précédent, avec des machines super complexes, des lignes de production ultra complexes. Et pour pouvoir intégrer, innover et améliorer dans des entreprises et dans un monde tel que celui-là, je pense qu'il faut pas hésiter à proposer des choses qui semblent inconcevables. Il faut qu'il y ait un minimum de fondement sur l'idée, bien sûr, mais il y a pas d'idée, il n'y a pas de problème à se tromper, il n'y a pas de problème à ce que la première idée ce soit qu'un brouillon qui va être amélioré au fil du temps. Donc tout ça, non, c'est des choses qui sont bien et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas par peur d'avoir l'air bête ou de se sentir idiot et de dire non, ben, ce que je vais dire, c'est complètement bête s'ils font pas ça et qu'on peut y penser. Ça pose une question de culture et je vais t'interroger là-dessus. Donc toi, ça fait un moment que tu vis en Amérique, tu connais bien ce pays maintenant, tu y travailles et tu es issu d'une culture française. Est-ce que tu peux nous parler de l'imbrication professionnelle et même personnelle de ta culture française à la culture américaine? Alors, comme en ce moment le pays, l'Amérique est un peu tendu, les Français pensent que c'est monstrueux là-bas, et moi je passe beaucoup de temps à expliquer que c'est pas monstrueux partout. Mais est-ce que toi tu peux expliquer un peu les différences culturelles qui te semblent toi des vecteurs en fait de collaboration?
Tu vois, je pense souvent à Lafayette et Washington. Voilà, Washington voulait se défaire de l'emprise anglaise et Lafayette avait des sous et l'envie de se battre et l'envie d'aider et ça l'a fait. Tu vois, et donc je me dis, il y a une vraie compatibilité, j'enlève la métaphore guerrière, entre nos deux cultures, mais elle n'est pas évidente pour tous. C'est quoi, toi, ta vue là-dessus? Bon, moi, je me suis pas enfui de ma belle famille comme Lafayette, mais on va dire que sinon, euh, je pense il y a plusieurs choses qui sont complémentaires. Je pense que les Français, on est très très bons pour justement ce qui est l'ingénierie qui est très classique. On est très très bon en maths, en physique, à faire que ça marche, à essayer que ça marche dans les délais. Et du coup, on se fixe des objectifs qui semblent plutôt raisonnables, qui sont des choses que l'on fait depuis des années. Et on arrive à avoir... C'est l'héritage Ouais. cartésien. Et on arrive à avoir des résultats, euh, mais peut-être que des fois, on pourrait être plus ambitieux sur certaines choses, sur certains projets. Euh, je l'ai vu, par exemple, ne serait-ce que la différence, je prends dans les projets que j'ai pu faire à Polytech et à UCSD. Euh, à Polytech, à chaque fois qu'on a eu un projet, on a très bien pu décomposer le projet, l'analyser et arriver à un résultat, fournir un résultat. Malgré tout, on savait depuis le début que si on mettait les heures de travail qu'il fallait, on allait arriver à ce résultat. Et on a tous ces capacités d'analyse, ces capacités de décomposer qui sont super importantes, super intéressantes et qu'on maîtrise très bien. Euh, à la différence, à UCSD, ce que j'ai par exemple pu voir, c'est des projets où ils vont avoir des objectifs qui semblent complètement irréalisables. On disait penser hors de la boîte, euh, des trucs super innovants, des idées très intéressantes, mais plutôt que d'abandonner l'idée, ils vont essayer de la poursuivre et les trois quarts du temps, on ne va pas arriver à une solution. Là, je l'ai vu le semestre dernier, j'avais par exemple une classe où on devait proposer notre projet et vraiment plus de la moitié des projets, on n'est peut-être pas arrivé à l'objectif final. Mais on est quand même plus loin que le point de départ et peut-être plus loin que si on avait pris un objectif intermédiaire. Et les Américains vont pas se décourager si l'objectif euh, semble infaisable et vont essayer de quand même le poursuivre. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Par contre, peut-être que des moments, il y avait de la... alors, la plupart des ingénieurs ici, j'arrive à des niveaux de master, doctorat, donc sont très organisés, mais je pense que s'il y a un truc qu'on peut quand même emmener, nous, en tant que, avec l'éducation qu'on a eue, c'est tout ce côté rigueur, et je pense qu'il y a un, un beau juste milieu où on peut se trouver avec toute cette rigueur scientifique, ses connaissances, ses compétences, qu'elles soient de sciences fondamentales, de principes premiers, comme on disait, et tout ce côté innovant. Et je pense que ça peut amener à des résultats qui peuvent être Il y a une vraie très intéressants. complémentarité entre notre rigueur et cette capacité d'innovation nord-américaine. Donc, je suis content que tu le salues. Bah, du coup, au passage, moi, je voudrais remercier tous les enseignants-chercheurs des écoles Polytech qui vous ont, vous autres étudiants Polytech, donné ce que eux-mêmes avaient appris de leurs profs, cette espèce de rigueur et les fondamentaux qui vous permettent en fait, d'éclore complètement dans des environnements qui sont moins rigoureux, par exemple, ou tout autant. Donc ça, c'est une des cultures à laquelle tu t'es adapté et que tu as fréquenté, apprise. Mais tu as pas mal voyagé. Si j'ai bien compris, tu as passé du temps en Australie, en Italie et autres coins de la planète. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous dire peut-être la culture qui t'a plu le plus? Alors, toutes les cultures sont bien évidemment très différentes. Euh, bon, cela dit, en passant, j'ai été que dans des cultures qui sont relativement occidentales. Donc, Ouais. il y a peut-être des cultures, euh, je pense aux personnes qui travaillent peut-être au Japon ou en Chine, etc., qui sont peut-être plus différentes de la nôtre que la culture italienne, nord-américaine, etc. Mais les différences, alors, il y a des choses que j'apprécie dans un petit peu toutes les cultures. Ce que j'aime bien, par exemple, aux États-Unis ou en Amérique du Nord,
c'est des fois ce côté un petit peu plus informel, ce côté, un peu plus discussion avec les gens, ou quel que soit leur niveau hiérarchique, où parfois les personnes sont peut-être plus abordables que dans d'autres cultures. En Australie, j'ai trouvé la culture était aussi assez relaxe. Les gens étaient super sympas, très gentils. Après, j'ai un peu moins d'expérience. Je vais connaître beaucoup plus la culture française et nord-américaine. L'Australie, j'y étais quelques mois. J'ai trouvé la culture australienne. Alors, c'est peut-être que des gens vont me dire que c'est totalement faux, mais j'ai trouvé la culture du travail australienne assez proche de celle américaine, euh, de ce point de vue un peu informel, qui est aussi d'ailleurs, je pense, ne serait-ce que la langue anglaise, il fait un petit peu le fait qu'il n'y ait pas le tutoiement et le vouvoiement, donne aussi ce côté. Je ne sais pas si ça aide, mais je pense que ça peut contribuer au côté informel des discussions, que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit en Australie et aux États-Unis. Euh, Alors, Ouais, vas-y. c'est assez compliqué. Non, mais c'est que c'est assez compliqué en plus parce qu'il y a aussi les domaines. Moi, j'ai travaillé dans la recherche, comme j'ai travaillé dans l'industrie, de par mes stages. Ne serait-ce que la culture entre la recherche et l'industrie est assez différente. C'est assez marqué par ne serait-ce que la façon d'aborder un problème. La recherche, on va essayer de développer des méthodes, ou l'industrie, on va essayer d'arriver à des résultats. Donc, ça va être des choses qui sont différentes. Les échelles de temps sont aussi souvent assez différentes bien sûr. dans l'industrie ou dans la recherche. Alors attends, avant de parler de tes stages, parce qu'effectivement, on a vu les diplômes, mais tu as fait quand même beaucoup de stages, et je voudrais que tu puisses nous en parler pour que nos étudiants soient inspirés également, parce que j'ai trouvé que tu avais une perspective super rafraîchissante sur cette idée de... Bon, on va y revenir. Avant, je voudrais juste appuyer sur l'anglais. Donc, un sujet qui m'intéresse, puisque j'étais longtemps prof d'anglais à Polytech Montpellier. Et puis, je t'ai rencontré par le biais de Sybilla Dubois, que je salue, qui est prof d'anglais à Polytech Orléans. Est-ce que toi, tu penses que tu avais été assez préparé pour l'anglais? Est-ce que tu portais en toi une espèce de crainte que je ne vais pas réussir à m'exprimer, et que tu as perdu parce que pour t'avoir parlé anglais, je sais que you're totally fluent, and we could do this in English if we wanted to. In fact, let's switch to English real quick. But okay, sure. So like, do you think English is it taught the way it should be taught at Polytech? Do you feel you were prepared? And is it something that you're totally okay with now? It's a non-item. I think I'm pretty much fine now. One thing that's great at Polytech, and it's not the case in every country when you have to follow an engineering degree, is the first thing is going abroad. Going abroad for at least 6 months or a year, and for me, that's where I learned English. That was the most important thing, is to be able to go abroad and to be fully immersed with only English native speaker, or even if you go to like another country, just you have to speak English, and when you have to, you do. Like right. That just I think that Polytech was really helpful in the way that, for instance, to go abroad, they helped me get the TOEIC. They helped me prepare the exam. I also went abroad for a project when I was in my first year. I went to London for something like 2 weeks. So is it taught the way it is taught, the way it should be taught? Not sure 100%. I think it was good. One thing though is that that I think could have been improved is having different levels for the classes. Because when you are in your 4th or 5th year, you have already people that have been to Canada or the US. They're, if not fluent, they have improved a lot in English. And you have people that didn't have the chance yet to go abroad. And it's kind of
non-homogeneous Yeah, classes. it's tough for teachers too, but you're absolutely right. If we had the luxury, we would do smaller groups and it would be based on levels. Because you know people like you need to just be challenged and do like really high level stuff, whereas you still have people in fourth year, fifth year who are struggling, and so we do what we can. But you're right, it's difficult to address all those levels. What about the liberation that you felt like? Okay, so when you got to the position you're in now, you're doing a PhD. Did you ever think, oh man, I can never do this English, or did you say, poof, I'll do it? I mean, there were a lot of time where I was wondering if I would be able to do it, especially Doubting the first yourself. time when, adapting myself. I was really bad at English in high school, like really bad. Like I was, Really? like I don't know, really at the bottom of the class. Wow. So. Alors attendez, ça je vais le traduire. Attends, je vais le traduire pour tout le monde. Il vient de dire qu'il n'était pas bon en anglais et ce gars-là est à University of San Diego right now. Donc écoutez tous, étudiants de Polytech, si vous n'êtes pas bon en anglais, il y a toujours un moyen. Go ahead. No, yeah, I was really bad, and I started to work when I started Polytech. Improved a lot, and so I guess I didn't really think about it before. So when I applied to go to the US for to be an exchange student, I was like, okay, I need to take the exam, but I guess I didn't see any further. I was like, okay, right. Just take the exam. I saw like I needed maybe the TOEFL. I think it was the TOEFL. Yeah. I took the TOEFL. I had the minimum. I mean, I had the grade I needed to go, but I didn't really think about like, oh, when I'll be there, I'll be speaking like English 24/7. I'm going to have classes in English, and it was tough, like especially at the beginning, but eventually it was a real challenge. And I was like, when I was successful and when I was able to like to understand what's going on and to chat with other people, to meet fellow Americans in my classes, like that was awesome. And when I say it seems like no, okay, it was like really easy, but like I have like one little story about that. That was that show how not easy it was. When I started, so I was at the University of Tennessee at Martin, UTM, and I was in my third year in mechanical engineering and material science. So I had to take some kind of chemistry classes, was prerequisite for other classes. Anyway, I'm in the class, and after 1 week or two, I see all the other students giving back some kind of paper, looks like homework or something, to the professor. And I don't know what's going on. And apparently there were like some assignment the week before, and I just didn't understand there was an assignment. So I go to the teacher, and she said, like, sorry, I cannot make any exception. And I got a 0 on that test. First grade, I'm abroad, I got a 0. I'm like, oh, I will never, I'll have to take I don't know, the year again. End up, fast forward, 3 months later, I have the finals exam. I have the best grade of the final exam, and that teacher offered me research assistant position for the semester after. There you go. That's a great story. I think failure, is like, so it's not considered like the way it should in France. I mean, we have this impression here that if you fail, you're going to fail forever. And I think it's very American to think that failure is a springboard for improvement, especially if you're ambitious and you're like, you know what, I got to do it. And I'm going to learn, So, good job, man. En tout cas, que vous soyez tous rassurés, regardez, il est parti d'un niveau moyen et il est tout à fait à l'aise. Il fait un doctorat en anglais. OK, thank you for that. Alors, on va juste revenir rapidement, si tu veux bien, Alex, sur tes stages.
Parce qu'il y a vraiment une multitude de choses. Ce qui m'intéresse, j'aimerais bien que tu donnes un peu des infos et ton impression sur la dichotomie grosse boîte, gros labo et petite boîte start-up. La dernière fois, pendant ta conférence sur tes travaux, tu nous avais dit qu'il ne fallait pas négliger les startups, qu'elles étaient un vrai pôle d'apprentissage. Donc, je te donne la parole pour nous dire un peu ce que ça veut dire. Ouais. Donc, j'ai, au cours de mes études, fait différents stages, que ce soit dans comme je disais, des labos, l'industrie, des petites entreprises et des grosses entreprises. Et je pense que même si les grosses entreprises, ça brille, on voit les grands noms, on voit des grands noms qu'on peut ajouter sur des CV. Et c'est vrai, c'est bien d'avoir un grand nom sur son CV. Maintenant, les petites entreprises, de mon expérience, que je pense que c'est vraiment bien pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans la boîte, pour connaître tout le monde et pour pouvoir un petit peu toucher à tout. Donc, passer la première étape, si on voit d'un point de vue stratégique, passer la première étape de voir ce gros nom sur le CV à l'entretien, si vous avez été dans une petite entreprise, c'est vraiment une super occasion d'avoir touché à plein de choses. Si c'est une start-up qui construit, je ne sais pas, des robots ou des choses comme ça, il y a une grosse possibilité que vous fassiez, par exemple, de l'électronique, du dessin par ordinateur, peut-être des éléments finis, peut-être de l'analyse, peut-être. Et tout ça parce que c'est la façon, ils n'ont juste pas un service dédié peut-être à la CAO, pas un service dédié à l'analyse, pas un service. Et donc, dans ce type d'entreprise, il faut des gens qui soient très multidisciplinaires, ce qui veut dire que la formation qu'acquiert un stagiaire est super multidisciplinaire. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue et c'est très formateur. C'est top de voir les projets un petit peu comment ils sont conçus et comment ils germent dans ce type d'entreprise. Et c'est pour ça que je recommande notamment, c'est vrai aussi plus tard, quatrième, cinquième année, mais notamment pour les premiers stages, quelqu'un qui n'a pas d'expérience industrielle, euh, faire des stages dans ce type d'entreprise, c'est juste super. Et il y a beaucoup plus un sens de communauté, on bosse tous ensemble. Alors, c'est pas vrai dans toutes les entreprises peut-être, mais je pense que ça permet ce genre de possibilités-là qui sont juste physiquement pas possible sur des plus grosses entreprises où si vous êtes dans une entreprise où il y a 4000 personnes, vous ne pourrez pas être dans tous les services toutes les semaines. Ça, c'est une problématique qu'on évoque souvent avec nos apprentis, puisque eux bossent et on en a qui sont dans des très grandes entreprises et d'autres qui sont dans des startups. Et ça leur permet, les 3 années d'apprentissage leur permet eux-mêmes de tester leurs préférences. Et il y en a qui préfèrent rester dans les grandes boîtes pour justement cette sécurité et cette longueur de vision et de temps. Et il y en a d'autres qui préfèrent l'adrénaline et la multidisciplinarité dont tu parlais que seuls peuvent offrir les startups. Très rapidement, est-ce que tu peux nous donner une liste des boîtes dans lesquelles tu as travaillé, ce qu'elles faisaient? Ouais, alors j'ai commencé. Boîte et labo. Ouais. Je vais commencer juste que j'ai fait dans sans mentionner les jobs étudiants que j'ai fait donc pour Polytech. En première année, j'ai fait un stage à la carrosserie Hérault, qui est une carrosserie qui fait en fait tout ce qui est camion, mais c'est que du sur-mesure. Donc, ils ont un bureau d'études et ils font par exemple les camions magasins, etc. Donc, très intéressant, que du sur-mesure, une petite boîte. Ensuite, stage donc en troisième année à l'université à Martine. J'ai fait 6 mois de recherche en chimie où je travaillais sur les aérogels, qui sont un matériau qui est assez isolant, très léger, qui a pas mal de propriétés super intéressantes. Ensuite, l'été, entre ma troisième et quatrième année, j'ai fait un stage en Australie au CS Aero, qui est un petit peu l'équivalent du CNRS en Australie, dans tout ce qui est fabrication additive, titane pour défense médicale et aérospatiale. Ensuite, quatrième année, à la fin de ma quatrième année, j'ai fait un stage chez Collins Aerospace
pendant 3 mois. Donc là, j'étais en lien à la métrologie, service qualité, et j'ai aidé aussi pour des certifications, donc plutôt tout ce qui était service qualité, métrologie et méthode. J'étais un petit peu avec ces services-là. Ensuite, j'ai fait un stage de 3 ou 4 mois en Italie dans un Fab Lab. Donc, il y en a dans aussi pas mal de Polytech. Donc, c'est fabrication 3D, découpe laser, etc. On bossait avec pas mal soit des projets de recherche, soit pas mal d'entreprises locales où on leur faisait des petits projets. On designait quelques trucs pour eux, on les imprimait, on leur faisait des prototypes. Donc, beaucoup de prototypage. Super intéressant aussi. Ensuite, je fais un stage de 6 mois donc à la NASA, à JPL, en fait, entre ma 4e, pareil, et 5e année pendant mon année de césure. Donc là, stage de 6 mois à JPL, où donc là, on est en 2020. Je fais la moitié de mon stage en début aux États-Unis, puis je finis mon stage en France en, à distance avec des horaires assez intéressants. Et ensuite, 5e année, je fais mon stage de fin d'études chez Hutchinson, qui est une filiale du groupe Total et qui fait en fait des pièces aéronautiques, tout ce qui est management des fluides. Et donc là, j'étais dans un service méthode industrialisation, donc vraiment sur tous les procédés de fabrication, l'amélioration des procédés de fabrication, passer d'une pièce bureau d'études à une pièce qu'on met en production. Puis donc ensuite, fin de 5e année, j'intègre UCSD, où donc là, la première année et demie, j'ai un peu un statut à moitié, où je prends quelques cours, mais sinon, je suis en thèse et donc je fais de la recherche. Je travaille pour plusieurs entreprises. Je travaille pour Honda, les voitures de course. Je travaille pour LG sur des batteries. Je travaille avec la NASA pour développer des taxis volants ou des voitures volantes. Et donc là, ça, c'est pour mon travail à UCSD. Et donc cet été, je suis de retour à JPL où je design un châssis pour un rover lunaire ou martien. C'est pas encore défini, mais où je design un châssis. Et donc là, je travaille en parallèle principalement pour JPL. Je continue un petit peu mes activités à UCSD. Et donc là, sur les prochaines années, on va voir comment tout ça s'arrange, mais sur les prochaines années, continuer peut-être la collaboration avec JPL et passer peut-être, alors c'est rien de sûr encore, mais passer peut-être moitié du temps avec JPL, continuer ces missions-là, et l'autre moitié du temps pour mes activités à UCSD. Et tout depuis UCSD, que ce soit mon travail pour Honda, JPL, etc. Donc depuis un an, je travaille sur l'optimisation topologique, donc appliquée à plusieurs domaines, mais tout ça sur l'optimisation topologique. Alors, je vais te demander de nous expliquer un peu plus précisément ton travail et le sujet de ta thèse. Mais en t'écoutant, je me faisais la réflexion qu'on avait vu qu'il y avait dans ta curiosité, ta facilité scientifique, ton goût du challenge. Et je vais rajouter un truc qui est cette espèce de... T'es un peu... Alors, c'est lié à ton touche à tout, mais tu as un parcours super éclectique. Ça part dans tous les sens. Et tu vois, une vision européenne des choses consisterait à dire, you should not stray out of the way, you should stay in the same direction. Et là, on voit que cette espèce de papillonnage ou papillonnement dans ton parcours, en fait, devient une espèce de magma cohérent qui te permet maintenant de te positionner sur des vrais sujets d'aéronautique, entre autres. Donc, je rajouterais, moi, dans ce qu'on pourra dire à nos étudiants, la curiosité en action, c'est ne pas hésiter à prendre des jobs qui ne sont pas forcément liés à ce que vous faites et qui vont vous apprendre d'autres trucs. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si, notamment, alors c'est en partie pour ça que j'ai fait certains de mes stages. Typiquement, là, à l'heure actuelle, le boulot de doctorant et les différents projets que j'ai, ça s'apparente énormément à de la R&D. Donc très tôt dans le process de développement, mais mon stage de fin d'études, je l'ai fait en méthode et industrialisation pour Hutchinson. L'industrialisation, on n'est plus dans un domaine de R&D, c'est vraiment quels sont nos moyens de production, comment on tient ses tolérances, comment on fabrique ça, Et c'est un truc qu'on m'a déjà dit que mon parcours, j'aurais peut-être dû faire
Là, c'est 6 mois de stage en R&D, etc. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense que justement, c'est bien. Je trouve que c'est complémentaire d'avoir un petit peu cette vision des différents services. Je vais m'orienter probablement plus sur de la R&D peut-être à l'avenir, mais d'avoir un minimum des concepts de ce qui se passe en industrialisation, de comment on passe d'une pièce finie, comment on la fabrique. C'est de s'enfermer des fois trop dans un domaine. C'est souvent ce que je dis par exemple pour les pièces qu'on fabrique. C'est si on a un bureau d'études qui ne connaît pas les moyens de production, qui connaît pas ils vont fabriquer une pièce qui va être très belle, elle va être parfaite, mais elle ne pourra jamais être construite. Et d'avoir ces discussions et d'avoir ces compréhensions. Par exemple, j'ai fait aussi un stage en tout ce qui est métrologie qualité. Ça me permet en fait d'avoir cette expérience principale en R&D, mais de savoir un petit peu comment on industrialise une pièce, comment on vient la contrôler. J'ai l'expérience à l'IAE de comment on vient vendre une pièce. Et effectivement, chaque expérience séparément, ça fait très éclectique, mais ça me permet à l'heure actuelle, alors j'ai pas 30 ans d'expérience, mais ça m'aide à avoir une meilleure vision globale des procédés d'une entreprise ou Bien sûr, bien une sûr. idée globale, ouais. Bien sûr. Alors, peut-être avant même que tu nous parles du sujet de ta thèse, de ton boulot scientifique, est-ce que tu as le droit de nous parler de ton boulot sur le rover de la NASA ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? Parce que ça rendra tout le monde heureux. Oui, je peux dire quelques infos. Alors, je suis là pour l'instant dans les phases, on est très tôt dans les phases de conception. Donc, moi, je travaille sur une méthode qui est assez spéciale. Donc, je disais l'optimisation topologique. Et l'optimisation topologique est souvent associée à la fabrication additive. Donc, tout le monde voit les imprimantes 3D, etc. Bon, dans ce cas-là, on parle plutôt de fabrication additive métallique, donc aluminium, titane, etc. L'idée avec ce projet, c'est un petit peu de faire une preuve de concept et de dire est-ce qu'on peut utiliser ces méthodes pour designer des trucs qu'on va envoyer dans l'espace. Et donc ça, c'est un peu l'idée globale. C'est un projet de preuve de concept où on travaille sur designer un châssis pour un rover. Donc là, si on voit peut-être derrière moi le châssis, on voit les essieux là qui sont liés. Le châssis, c'est tout ce gros bloc là qu'il y a derrière moi. Tout ce gros bloc là, essayer de le designer avec des nouvelles méthodes de conception pour le rendre plus léger, plus efficace, etc. Donc en fonction du... Et donc je travaille sur ce design-là. Donc il y a une grosse partie à l'heure actuelle de formulation de quelles sont nos marges de manœuvre, quelles sont nos contraintes, quels sont nos objectifs, et toute une partie un petit peu pour l'instant de fournir un design un petit peu grossier pour juste prouver est-ce que ça peut fonctionner. Donc on n'est pas dans les détails de tel composant va se connecter là. Là, pour l'instant, voilà, c'est un peu dégrossir le sujet et preuve de concept, mon travail, en tout cas dans un premier temps. Les châssis que vous essayez de concevoir, ou en tout cas dont vous essayez de faire la preuve de concept, sont des châssis à destination de Mars ou de n'importe quelle planète sur notre cible, dans les années qui viennent? Alors, là, on va bientôt faire des choix, mais ça peut être soit Mars, soit la Lune. Planète ou satellite, pardon, je devrais dire. Oui. Soit Mars, soit la Lune pour l'instant, qui sont un petit peu les deux cas qu'on étudie. Il y a deux choses à voir qui sont super différentes et qu'il faut bien considérer en fait quand on fait un châssis. C'est donc qu'il fait très froid sur ces satellites et ces planètes, mais elles sont fondamentalement, par exemple la Lune et Mars, c'est fondamentalement différent s'il y a une atmosphère ou pas. En fait, s'il y a le vide ou s'il y a un gaz à l'extérieur, et la façon dont on isole ces châssis est différente en fonction de si c'est du type de planète ou est-ce que c'est une planète gazeuse, une planète comme ça. Donc là, on explore un petit peu les deux concepts et voir si on peut répondre. Pour l'instant, les missions qui sont un peu les objectifs dans les prochaines années pour la NASA et pour beaucoup d'agences spatiales dans le monde, c'est notamment la Lune et Mars. Donc pour l'instant, c'est un petit peu les objectifs. Mais si la méthode fonctionne, avec des ajustements, c'est une méthodologie de conception qui pourrait être appliquée à en fait n'importe quelle planète. Dans votre approche, aussi jeune soit-elle, puisque vous démarrez, est-ce que vous en êtes déjà à évoquer les matériaux
tu parlais de pouvoir résister à une atmosphère ou non. Est-ce que dès le début, vous pensez aux matériaux ou ça vient plus tard? Alors, ça dépend des projets. Dans notre cas, puisqu'on parle de moyens de production assez spécifiques, on a une liste de matériaux qui est légèrement réduite, parce que tous les matériaux ne peuvent pas être Eh oui. fabriqués en 3D, en tout cas facilement ou avec les contraintes que l'on a. Donc, on a un petit peu le moyen. Dans ce cas-là, du fait de la méthode, on est limité par les moyens de production et donc ça vient engendrer une liste de matériaux, mais on n'est pas encore. Parmi cette liste-là, il y a encore des possibilités. Pour d'autres missions, c'est pas vrai. Pour d'autres missions, on va d'abord designer un concept et ensuite on va dire est-ce que ça va être du composite, de l'alu, du titane, etc. Avec souvent quand même l'idée un petit peu, puisque chaque matériau a un petit peu euh, ses avantages et ses inconvénients. Donc dans dans ce cas-là, le moyen de production nous guide un petit peu vers le choix, mais c'est pas encore un choix définitif à l'heure actuelle. Avec nos étudiants de microélectronique et de système embarqué, moi j'ai bossé pour l'anglais, hein, j'ai bossé sur Ingenuity, qui est le petit hélicoptère qui accompagne Perseverance et qui justement lui permet d'examiner la topologie du terrain pour pas se mettre dans des endroits complexes. Est-ce que le travail que tu fais sur les châssis, puisque c'est une méthodologie, pourrait aussi servir à comment dire, à la partie drone, la petite boîte, hein, je ne parle pas des pales, Ouais. des hélicoptères qui accompagnent les rovers. Ouais, en fait, moi, ce que je fais pour ma thèse et, et l'optimisation topologique, c'est des méthodes qui peuvent être appliquées, je ne vais pas dire à tout, mais qu'on peut potentiellement appliquer à n'importe quel système d'ingénierie à partir du moment où on sait bien le définir, on le comprend bien et où ça fait sens aussi au niveau des moyens de production. Euh, c'est quelque chose qui peut être appliqué pour, euh, pour Ingenuity, qui peut être appliqué pour des instruments dans le James Webb, qui peut être appliqué pour en fait n'importe quelle mission. Et c'est aussi pour ça, puisque c'est cette méthode sur laquelle je travaille que j'utilise pour JPL, mais c'est aussi pour ça que je peux faire des projets avec Honda, LG, etc., qui ont en fait des projets qui sont totalement différents. Mais la façon dont on travaille sur des méthodes, et ces méthodes-là peuvent être appliquées à énormément de systèmes. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je pense pour un étudiant 3, 4, 5 ans, ça ne veut pas dire grand-chose un doctorat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un doctorat et puis nous parler très concrètement ça veut dire quoi dans ta journée? Tu écris, tu parles à des gens, tu as des réunions, vous construisez des trucs. Tu vois, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les grandes lignes Ouais. de ce que c'est qu'un PhD en anglais ou en français? Alors, le doctorat, donc ça, partout dans le monde, le doctorat, c'est un diplôme universitaire, donc on fait souvent après un master ou un bachelor qui nous oriente pour plutôt faire de la recherche. Donc, ça peut être enseignant-chercheur, mais pas que. Beaucoup de gens pensent que le doctorat, c'est que pour enseignant-chercheur, mais c'est pas vrai. Ça peut être pour aussi être chercheur au CNRS, pour être chercheur à l'ESA, mais plutôt, ça oriente plutôt dans ce domaine de quand même faire de la recherche. Alors après, où on le fait, est-ce que c'est un institut de recherche appliquée, un institut de recherche fondamentale, une université, peu importe. C'est un diplôme qui est un petit peu différent des autres dans le sens où on est moins guidé. C'est pas un diplôme, alors il peut parfois y avoir quelques exigences de prendre des cours, mais dans l'ensemble, c'est un diplôme où on est un petit peu tout seul et, et il faut démontrer, grâce à un projet ou une succession de projets, qu'on est capable de faire de la recherche indépendamment, qu'on est capable de formuler, analyser, apprendre sur un sujet et jusqu'au point de pouvoir contribuer aux connaissances dans ce domaine, en fait. Et tout ce parcours-là, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas avant en fait le doctorat, et où le doctorat, il y a toutes ces phases-là où on peut avoir quelques connaissances sur le sujet, mais où il faut vraiment arriver à maîtriser son domaine,
savoir quels sont un petit peu les trous dans la science, où il nous manque des connaissances euh, sur des aspects spécifiques de ce domaine, et essayer de les compléter. Donc ensuite, une fois qu'on sait ça, le doctorat, il est un petit peu différent en France et aux États-Unis. En France, le doctorat est plus court. En général, c'est 3 ans et on est embauché pour un sujet précis. C'est-à-dire qu'une université ou un prof va dire telle entreprise m'a donné, je vais dire n'importe quoi, Ariane ou Renault ou peu importe, nous a contacté pour faire un projet où on doit faire un projet sur de la combustion, améliorer la combustion ou des voitures à hydrogène, peu importe. Et ensuite, eux, ils publient comme une offre d'emploi et disent voilà, on cherche un doctorant qui va bosser sur tel projet, c'est tel projet très précis, et sur les 3 prochaines années, vous bossez sur ça. Donc, vous sortez de votre diplôme d'ingénieur, de votre master, et vous commencez à travailler sur ce projet pendant 3 ans. Sur ce projet, vous faites, je sais pas, les 6 premiers mois, vous faites revue de la littérature, vous faites des expériences, des modèles, et ensuite vous rédigez, vous publiez des articles scientifiques, vous allez à des conférences. À la fin, vous rédigez votre thèse. Si votre thèse se passe bien, vous la défendez devant un jury et vous êtes docteur. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. On n'est pas embauché, on n'est pas pris pour un sujet particulier. On est pris pour un labo, donc il y a un domaine. Si je reprends le sujet, ça va être le domaine de la combustion, par exemple, ou le domaine, donc dans mon cas, c'est l'optimisation multiphysique et multi-échelle. Mais on n'est pas pris sur un sujet. Moi, quand je suis arrivé, je savais que j'allais bosser dans ce domaine, mais je ne pouvais pas dire je vais travailler sur ça, ça, ça. Okay. Ensuite, ça dure plutôt 4 à 5 ans aux États-Unis, dans le sens où la première année et demie, on suit des cours, on fait moitié de recherche, on commence en fait à faire un peu de la revue de la littérature, on commence à travailler sur des petits projets, ou des plus ou moins gros projets d'ailleurs. Et ça, c'est la moitié de notre temps. Et l'autre moitié de notre temps, on fait des cours qui vont être en rapport avec notre thèse. Donc, par exemple, moi, l'optimisation topologique, je vais avoir des cours de modélisation numérique, des cours d'ingénierie structurelle, etc. Ensuite, au bout d'un an, on a un examen qui valide un peu nos connaissances en cours. Donc là, on passe devant, en tout cas, ça dépend un peu des universités, mais à UCSD et dans mon département, c'est comme ça. Là, d'ici 6 mois, je vais passer devant un jury avec 3-4 profs. Et comme une colle un peu en prépa, pendant 1 heure, ils vont me questionner sur toutes mes compétences en ingénierie structurelle. Ils vont me dire, bon, tel problème, analysez-le devant nous. Et ça, c'est plus pour valider les cours et un petit peu ce qu'ils appellent les compétences fondamentales du domaine. Okay. Donc là, on n'est pas encore sur le sujet de thèse. Ensuite, 1 année après ça, donc là, on serait déjà à 2 ans dans le doctorat, on a l'examen sénatorial. Et c'est là où on propose notre sujet de thèse. Donc ça fait 2 ans qu'on est dans la thèse et on n'a pas encore proposé en fait le sujet de thèse. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est dans la thèse et on a pareil, on choisit un jury avec des profs qui sont pertinents par rapport au sujet qu'on a choisi. Et on leur dit, voilà, ça fait 2 ans que je travaille dans le domaine. Moi, j'ai vu qu'il y avait justement tel trou dans la science. C'est ça que j'aimerais faire. Et on leur propose un petit peu, donc on leur refait un petit peu la présentation du sujet fondamental et ce qu'on va faire. Et on leur fait un agenda un petit peu pour les 2 prochaines années, 2 ou 3 prochaines années. Donc voilà, moi j'ai fait ça pendant ces 2 dernières années. J'ai déjà publié un article ou 2. Et là, sur les 2 prochaines années, pour ma thèse, je vais travailler sur ça. Et donc ensuite, on respecte le plan pendant 2 ans. Donc il faut qu'ils valident le plan. Ils disent oui, ça, ce serait une super thèse, ce serait intéressant. Et donc au bout de 2 ans, là, on rédige la thèse, on la défend. Et si tout se passe bien, on est pareil, on reçoit notre doctorat, on est docteur. Pour ce qui est des journées, du coup, ça évolue un petit peu en fonction des différentes phases. Donc, je ne vais pas compter pour les cours, parce que ça, c'est des cours assez classiques. Donc, ensuite, il y a plusieurs choses. J'ai quelques meetings, quelques réunions dans mes semaines, parce que dans mon cas précis, je fais des projets qui sont appliqués en partenariat avec des entreprises. Donc, j'ai des réunions avec ces entreprises, puisque c'est ces entreprises ou ces institutions, dans le cas de la NASA, qui nous financent, qui payent en fait mon salaire, qui vont guider certains projets. Et donc,
On va avoir leur retour, on peut avoir des réunions toutes les 2 semaines, etc. Et sinon, vraiment, ce que je passe beaucoup de temps, donc il y a une partie lecture d'articles scientifiques pour se tenir au courant, pour se renseigner aussi sur un domaine. Là, par exemple, dans le cas des châssis, j'avais jamais vraiment travaillé avec des châssis, donc il y a quand même un peu se renseigner qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là, notamment au début des projets ou avant de publier quelque chose. Ensuite, il y a toute une partie, nous, dans notre cas, de formulation, de bien définir le projet, bien définir des délivrables, etc. Je fais beaucoup de code aussi, mais ça, c'est plus par rapport à mon doctorat à moi. En fait, les méthodes et les algorithmes qu'on développe, c'est pas on fait de la validation expérimentale, mais c'est quelque chose qu'on code et où on implémente nos modèles avec du code. Donc, je passe pas mal de temps à faire du code. Et après, de temps en temps, des validations expérimentales. Quand on a des résultats qui sont satisfaisants, il va y avoir une grosse période où on va un peu réunir tous nos résultats et essayer de rédiger pour une conférence ou pour un article. Donc, ok, donc en fait, c'est un truc qui s'étale sur plusieurs années. Là, t'en es à quelle année, toi? Là, je vais finir ma première année. Donc, j'ai commencé en Tu viens de septembre l'année commencer. dernière. Ok. Donc, t'en as pour un moment maintenant. Au minimum, encore 3 ans, ouais. Ok. Ouais. Mais c'est chouette. Ça veut dire que tu as encore plein de choses à découvrir devant toi, quoi. Et toutes ces 3 années devant toi vont se dérouler en Amérique, aux États-Unis. Normalement, oui. Normalement, je vais faire l'ensemble ici, surtout que les personnes donc les entreprises avec lesquelles je travaille, là, sont implémentées aux États-Unis. En tout cas, les filiales pour lesquelles on travaille, quand c'est des entreprises internationales, sont implémentées aux États-Unis. D'autres doctorats, c'est pas le cas. Et même dans mon cas, il n'y a rien qui m'empêche d'aller, si ça fait sens et si c'est logique dans mon travail, rien ne m'empêche d'aller 3 mois visiter une université parce que tel groupe a développé telle méthode Bien ou sûr. d'aller quelque part. Il y a par exemple, je pense donc moi là je suis dans un département d'ingénierie structurelle. On a toute une partie d'ingénierie structurelle qui est un petit peu liée au tremblement de terre, à l'ingénierie civile. Et eux sont par exemple emmenés à se déplacer ou à analyser si, je ne sais pas, au Chili, il y a eu un tremblement de terre. Ils peuvent être amenés à partir 6 mois au Chili pour faire des relevés, faire D'accord. des analyses, etc. D'accord. Bon, et donc, du coup, vous avez vibré quand vous avez vu les premières photos de James Webb. Ouais, non. C'est beau, hein? C'était, Ah, c'était, qu'est-ce que c'est beau. c'était super, surtout que donc j'étais déjà à JPL et j'ai suivi ça avec le prisme de JPL, avec Bien tout le monde sûr, et les gens qui avaient travaillé dessus, donc qui étaient bien sûr. très enthousiastes. Mais ouais, c'est génial, c'est un progrès énorme pour la science, c'est un progrès. Les gens ne se rendent pas aussi compte, mais les technologies qui ont été développées, parfois on pense que c'est que pour l'espace, mais il y a énormément de technologies qui ont été développées pour ce projet euh, qui vont permettre de faire avancer la science sur Terre sans aller bien loin. J'ai vu par exemple que euh, une des technologies qu'ils avaient fait pour tout ce qui était l'alignement de précision, ça allait être utilisé pour les examens oculaires Bien sûr. chez un ophtalmologiste, etc. Ouais, Donc, ouais. donc non, c'est génial. C'est génial comme mission. Alors donc, est-ce que tu peux nous dire un mot ou deux sur l'ambiance de travail? Alors, tu sais, en France, l'ambiance de travail chez les doctorants, elle est très sérieuse. Il y a une relation très structurée, généralement. Alors, ça dépend, on ne va pas faire de généralité partout, mais il y a des gens des profs qui sont un peu distants, très occupés. Et donc, il y a une structuration hein, de petit, il faut que tu montes à l'échelle. Je suppute que c'est différent dans ton cas à cause de cette culture qu'on a évoquée au début de l'entretien où bah, tu peux poser des questions à ton directeur de thèse quand tu veux et tu as accès à qui tu veux quand tu veux, grosso modo. Est-ce que je me Mais trompe? alors, non, non, non. Alors, ça peut arriver aux États-Unis. En fait, pour revenir un petit peu sur le doctorat, c'est vrai que notre ligne directe, en fait, la seule personne avec qui, c'est un peu le même principe qu'une petite entreprise, mais c'est que la seule personne avec qui notre manager direct, il n'y a que notre directeur de thèse. Et il n'y a pas réellement, si vraiment il y a un problème, on peut aller voir, il y a des gens
les directeurs de département, etc. Mais sinon, on est en relation qu'avec notre manager de thèse. Et donc, quand on choisit sa thèse, c'est quand même très important de savoir que l'ambiance de travail va bien se passer avec cette personne-là, puisque que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est bosser 3, 4, 5 ans avec une personne qui va être notre chef direct. Il n'y a pas d'évolution c'est très rare de changer de labo, mis à part quitter le doctorat. Donc, c'est très important de choisir quelqu'un qui, justement, si on sait que personnellement, on a besoin de beaucoup de retours, d'avoir des réunions régulières, et ça, pour n'importe qui veut se lancer en thèse, contacter les autres doctorants, contacter les postdocs, contacter s'il y a des chercheurs avec cette personne pour savoir comment ça se passe. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma directrice de thèse via mon premier stage à JPL et de savoir que justement, je pourrais continuer les collaborations avec JPL, de rencontrer des doctorants et je suis très satisfait de ma relation en fait avec ma directrice de thèse. On a des réunions. Alors là, la première année, j'avais des cours, c'était toutes les 2 semaines, mais sinon, j'ai des réunions toutes les semaines avec elle. Elle est tout le temps disponible. Si j'ai besoin de la rencontrer, je mets juste j'ai accès à à son calendrier. Si j'ai besoin de la rencontrer, je trouve un trou et je mets un rendez-vous avec mon nom Super. et je la rencontre. Les gens dans mon labo, ça va aussi dépendre de la taille du labo. Nous, on est entre 15 et 20. Donc, on est plutôt un gros labo par rapport à certains profs, puisque certains profs ont peut-être que 3-4 doctorants. Mais j'ai la chance de m'entendre très bien avec en fait, mes collègues, qui soient toujours là quand j'ai une question. Bien sûr, tout le monde est très, très occupé. Il y a des heures sans fin. Enfin, je travaille plus que j'ai jamais travaillé peut-être. Mais j'ai toujours des échanges avec tout le monde. Maintenant qu'on est revenu en plus sur site, j'ai la chance d'avoir mes collègues qui sont dans des bureaux juste à côté. Je peux aller les voir si j'ai une question. Si on peut prendre parfois une pause, aller 10 minutes prendre un café. Donc il y a une ambiance qui est très très saine, mais le directeur ou la directrice de thèse a beaucoup d'influence sur le doctorat et sur comment un doctorat se passe. Donc il faut vraiment se renseigner. Je pense que c'est le cas partout dans le monde. Donc, la personnalité de la directrice ou du directeur de thèse fait l'expérience du doctorant, c'est sûr. Et la personnalité, enfin, c'est le fit, quoi. Ouais. Oui, il y a ça aussi, parce qu'il y a des gens qui vont juste pas correspondre. Ça va être une directrice de thèse ou un directeur de thèse qui va être très franc, et des gens vont apprécier la franchise et dire non, mais là, ton idée, ça fonctionnera pas. Et pour certaines personnes, ça va pas le faire. Pour des personnes, ça va le faire. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de retours, beaucoup de meetings, notamment au début, d'autres un petit peu moins. Donc, ça dépend. Et puis, il faut se renseigner sur tout ça. Il faut voir bien sûr, il faut que ça matche sur le domaine, sur le domaine de recherche, les projets sur lesquels on va travailler, la façon dont la personne travaille. Est-ce que cette personne-là, elle est aussi directrice d'un labo national et elle va être en meeting, elle va être absente 4 jours et demi par semaine parce que ça arrive aussi. Donc, faut se renseigner. C'est assez important et pas regarder que l'université ou que le prestige de la personne. Parce que le prestige n'est pas équivalent. Ça peut être une personne qui a une sommité dans son domaine, qui a 50 000 citations dans son domaine, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu as déjà le sujet exact de ta thèse? Donc, on a un peu évoqué tes travaux, mais c'est quoi le nom de ta thèse? Alors, c'est encore à raffiner un petit peu, mais donc, en fait, c'est vraiment en lien avec mon labo. C'est un petit peu développer ce côté multiphysique de l'optimisation topologique et ajouter différentes disciplines. Donc, ce qui est fait traditionnellement dans l'optimisation topologique, c'est la mécanique, parfois la thermomécanique, où on va considérer les changements de température. Et ce que j'aimerais faire, c'est en fait étendre ça. J'ai fait beaucoup de travail avec, par exemple, de l'électronique ou des batteries.
Et donc, la science qui se passe dans les batteries, toute cette électrochimie est souvent pas considérée. Donc, peut-être considérer l'électrochimie dans les batteries. Et c'est aussi un cas qui est intéressant pour le multi-échelle, puisque si on part, par exemple, d'une voiture électrique ou d'un véhicule volant électrique, on a l'échelle d'une batterie, ou plus petit, l'échelle des particules à l'intérieur d'une batterie, jusqu'aux contraintes et aux considérations système. Donc, si on prend un truc volant, est-ce que ça va voler dans le froid, dans le chaud, euh, etc. Une atmosphère humide. Et, euh, et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un petit peu développer ces domaines et les pousser encore un petit peu plus loin sur le côté multiphysique et multi-échelle, et notamment appliquer soit au milieu extrême, soit à tout ce qui est véhicule électrique ou hydrogène. Et donc c'est un petit peu étendre tout ça. Il faut que ce soit raffiné et au niveau du sujet et dégrossir un petit peu, mais c'est dans cette direction que je Quand pense tu qu'on va parles faire. de topologie, pour moi, ça évoque du terrain. Et là, tu parlais de drone également. Donc, c'est pas forcément du terrain matériel sous des roues. C'est la topologie, c'est aussi de l'air dans lequel on se meut. Alors, la topologie, c'est la distribution du matériel dans l'espace. Et donc, quand on dit Ok, l'optimisation topologique, c'est optimiser la distribution du matériau. ok, ok. Euh, Ok. donc, si on prend, je vais prendre je sais pas, un châssis, on va dire qu'on a l'espace, on a un gros cube. C'est où est-ce qu'on doit mettre du métal ou pas du métal, ou comment on va orienter tout ça. Et cette distribution peut être optimisée pour répondre aux exigences et aux contraintes de la mission spécifique. Et donc, on utilise des algorithmes pour faire un petit peu, pour faire tout ça et pour déterminer quelle est une distribution qui est optimale ou optimisée euh, par rapport au cas d'étude. Et ça permet en fait d'obtenir des designs qui sont contre-intuitifs, puisque en fait, traditionnellement, un ingénieur va se baser sur son expérience et va se dire, ah, je pense que là, c'est mieux de mettre des trucs comme ça, de mettre ça, comme ça, de l'orienter comme ça. Ensuite, il vient tester et il valide si son design marche ou pas. Si ça marche pas, il vient itérer de nouveau, il change son design, il refait une analyse, etc. Ça, c'est euh, l'approche en avançant. Et il y a l'approche reverse. Donc, on dit forward engineering ou reverse engineering. Et l'approche inverse, c'est au lieu de dire on propose un design, on analyse et on regarde par rapport aux contraintes, on regarde les contraintes, on analyse, on trouve le design. Et donc on attaque à l'inverse, c'est-à-dire que nous, on ne réfléchit jamais à un design, on va réfléchir, il y a toute une période de formulation à dire, OK, il y a une force, il y a une pression, on est sous l'eau, je vais optimiser, je vais dire n'importe quoi, un sous-marin qui a telle pression hydrostatique, euh, qui est à telle profondeur, à telle température. Je mets mes contraintes, je sais la place que j'ai, je veux que mon sous-marin tienne dans 10 mètres par 5 mètres par 5 mètres. Et ensuite, on implémente la physique et donc l'analyse. Et on a des algorithmes qui vont dire, OK, si je change là, c'est mieux, si je change là, c'est moins bien, etc. Et donc, itérer, bouger un petit peu toutes les surfaces, toute la topologie, jusqu'à obtenir quelque chose qui va satisfaire les contraintes. On arrête notre boucle et on a notre design. Ensuite, on fait un peu plus de validation, mais en gros, c'est un petit peu le process. Ok. Ok, donc là, merci pour cet éclaircissement. Donc en t'écoutant, je me disais, là, je pense que tu vas rentrer dans le vif du sujet dans les 2, 3 années qui viennent. Après, je me disais, donc, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc, est-ce que tu te poses la question dès maintenant? Est-ce que tu te dis, de tout ce savoir pratique et théorique, je vais faire quoi? Ou est-ce que tu ne te la poses pas? Ou même plus loin, est-ce que tu as, allez, à 10, 15 ans, des objectifs de carrière? Alors, je pense que je commence à réfléchir, enfin, j'ai déjà commencé à réfléchir à ce que j'allais faire à la suite de mon doctorat. Euh, donc, je dirais qu'il y a trois voies à la sortie d'un doctorat pour moi, il y en a peut-être d'autres, mais qui font sens, en tout cas directement à la sortie. Il y a la voie académique, essayer de devenir assistant professeur dans une université, puis professeur, etc.
Il y a la voie industrielle, donc de la R&D, aller chez Boeing, Airbus, Google, Apple, enfin peu importe, des startups, la voie industrielle, faire de la R&D et appliquer ce que j'ai appris. Est-ce qu'il y a une possibilité, notamment dans mon cas, puisque je fais de la recherche très appliquée, et ensuite, il y a la voie un petit peu intermédiaire qui est surtout ce qui est les instituts de sciences appliquées. Donc, ça peut être aux États-Unis, il y a les National Labs, ça peut être des places comme JPL, ils sont un petit peu intermédiaires entre académiques et industriels dans le sens où ils font de la science appliquée, mais ils publient régulièrement des articles scientifiques, par exemple, ils font quand même de la recherche. Dans mon cas, en tout cas à l'heure actuelle, je pense pas m'orienter vers de l'académique pour différentes raisons. La façon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les domaines, mais je pense que ce qui me plaît correspond plus à de la R&D, à de la science appliquée. Maintenant, est-ce que ce sera au sein d'un institut de sciences appliquées ou de l'industrie? Ça, je ne suis pas encore fixé, puisque des instituts de sciences appliquées, par exemple, JPL, c'est un endroit super pour travailler. Il y a certains labos nationaux qui sont des endroits super pour travailler. En France et en Europe, on a l'ESA, l'Agence spatiale européenne, euh, qui a des missions qui sont très intéressantes également. Et l'industrie, il y a des projets qui me plaisent. Je pense que comme j'ai fait pour l'instant un petit peu tous mes choix, ça va dépendre du projet qu'on va me proposer et de ce sur quoi on va me proposer. Je suis pas, je veux travailler chez Google ou je veux travailler chez Apple, mais si demain j'ai un contact chez l'une de ces entreprises qui va me proposer un projet qui va vraiment me faire vibrer, que je trouve super intéressant, pourquoi pas? Mais c'est vraiment Mais donc, tu te projettes aux États-Unis pour la suite également. Tu te vois pas rentrer en Europe, ou alors ça dépendra, en fait, ce sera employer specific, ça dépendra d'où émane l'offre. je suis pas, je me projette pas spécifiquement aux États-Unis, mais il est vrai que les boîtes américaines en fait cherchent plus de doctorants que les boîtes françaises, tout du moins en début de carrière. Je pense que d'un point de vue stratégique, si c'est pour intégrer l'industrie, euh, un diplôme d'ingénieur est plus que suffisant pour arriver à une position et que si je rentre en France juste après mon doctorat en sortie d'études, j'aurais pas un avantage très stratégique par rapport à juste un ingénieur en sortie d'études. En tout cas, j'aurais pas fait valoir peut-être les années que j'aurais mis dans mes études. Euh, donc, je me vois potentiellement en début de carrière aux États-Unis et ensuite aux États-Unis ou en France ou dans n'importe quel coin, en Angleterre, en Suisse. Je ne suis pas forcément bloqué sur un pays. Après, je pense que pour l'instant, je n'ai pas encore ces contraintes-là, mais peut-être que dans 5-10 ans, il y aura aussi des contraintes externes et personnelles. Toute ma famille habite en France, etc., qui comptent également dans l'équation. Est-ce que Donc tu te vois intégrer potentiellement une start-up en tant que CTO, Chief Technology Officer? Si je crois dans le projet de la startup, c'est quelque chose qui pourrait effectivement me plaire. Euh, donc ça va être en fonction des projets. Je suis pas, j'ai mentionné des grands noms parce que c'est des grands noms que tout le monde connaît, mais je suis pas forcément bloqué sur je veux travailler dans une super grande entreprise. Si c'est une boîte où il y a 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes, mais que je trouve le projet très intéressant, que j'y crois fondamentalement, je peux me voir totalement travailler sur ça. Bon, tu as le temps d'y réfléchir et puis surtout, je pense que tu as du boulot, tu as du pain sur la planche avant de considérer les offres. Mais c'est intéressant de voir comment vous évoluez. Donc moi, je vois les jeunes qui sont plus jeunes que toi ne pas trop savoir, mais tu viens de dire qu'ils sont déjà bankable.
un peu partout avec leur diplôme d'ingénieur. Et puis toi, qui est passé au niveau au-dessus, en train d'accéder à des sphères où on va te proposer des gros jobs, et tu sais qu'ils vont arriver, mais tu sais pas trop encore. Et donc, je serais super intéressé par cette discussion dans quelques années pour voir un peu comment tu as fait le tri. Je voudrais qu'on passe à des sujets un peu plus, un peu moins légers dans le sens où je trouve que le monde aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le dire, est complexe à comprendre. Donc, on a plein d'ingénieurs qui se posent des questions existentielles, alors qu'avant, ils ne se les posaient pas. Parce que une formation d'ingénieur, ça n'est pas une réponse à le changement climatique, les guerres, toutes ces choses-là, qui sont un fait humain et un fait global. Je me demandais dans quelle mesure, toi, tu avais un peu de recul en tant qu'ingénieur Polytech et maintenant doctorant UCSD, pour dire j'arrive à faire sens du monde dans lequel je vais exercer mes talents ou non. Je pense que je vais revenir un petit peu sur exactement la réponse que j'ai donnée il y a peut-être 2 minutes, dans le sens où pour moi, c'est de trouver un projet pour faire sens en fait dans tout ça, c'est de trouver un projet qui nous passionne et dans lequel on croit, et pas juste prendre. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui ne prennent pas juste un travail pour l'argent et pour le chèque à la fin du mois. Bien sûr, ça compte, hein, tout le monde a des factures, tout le monde a envie de partir en vacances, etc. Mais de trouver un projet qui fait sens et qui peut-être peut également faire sens plus que la curiosité scientifique, mais également dans le monde dans lequel on s'inscrit, que ce soit un projet qui soit bon pour l'environnement, qui soit bon pour du développement, euh, qui puisse être humaniste, ou qui ait des valeurs qui soient bonnes. C'est quelque chose d'important, et je pense que c'est aussi la responsabilité des ingénieurs. C'est nous qui construisons en tant qu'ingénieurs la plupart des machines qu'il y a dans le monde, que ce soit des machines pour faire du bien, mais c'est aussi les ingénieurs qui euh, construisent toutes les armes, euh, toutes les différentes machines qui peuvent être utilisées à plus ou moins bon escient. Après, chacun y trouve sa morale, mais je pense qu'en choisissant un travail, c'est important pour les ingénieurs de demain de vraiment se poser la question si le travail qu'ils font fait sens, et si les missions qu'ils euh, font sens et leur plaisent et s'inscrivent dans leur cadre de morale, et pas de s'aliéner totalement et de fermer les yeux sur Alors c'est intéressant parce que tu vois, là en France, il y a quand même un petit réveil dans plusieurs grandes écoles avec des gens qui ont questionné la validité de leur cursus, hein, chez Supagro à Paris, chez HEC également. Nous, on a mis le paquet dans les écoles Polytech pour dégager des heures de DDRS, donc développement durable et responsabilité sociétale, et qui vont consister à faire de la science, donc cycle de vie et autre chose. Et donc, on est en train d'assister à une espèce d'officialisation de ce que tu viens de décrire, hein, de cet éveil de conscience dans les heures scientifiques de la formation d'ingénieur, et en même temps d'un réveil émotionnel et humain chez nos étudiants. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une difficulté de concilier des objectifs de décroissance, ne serait-ce que pour faire gaffe au réchauffement climatique et mitiger les années qui viennent, mitiger les impacts sur les années qui viennent. Et en fait, la carrière d'ingénieur, ça pour moi, c'est une vraie question. Je suis passionné de science et de technologie, et on a plein d'étudiants qui, comme toi, voudraient faire de l'aéronautique. C'est un bon sujet, c'est l'aéronautique. Est-ce qu'on peut concilier ce travail sur des matériaux qui sont polluants, avec des carburants qui sont polluants, et une nécessité potentiellement de ralentir? Est-ce que tu trouves ça compliqué à processer, tu vois, ou est-ce que tu penses qu'il y a une voie naturelle qui va se faire? Je pense que effectivement, il va falloir repenser certaines de nos façons de consommer,
et cette idée de être meilleur, c'est de la croissance, c'est vendre plus, c'est produire plus de chiffre d'affaires. Je pense que il reste de l'innovation, il y a énormément d'innovation à faire pour les ingénieurs pour simplifier parfois certaines solutions. Parce que j'ai toujours été convaincu que en fait, la meilleure solution et la solution la plus élégante, c'est la solution la plus simple. Et donc, il y a certains des problèmes où cette simplification, et ça peut être très innovant et va nous permettre de consommer mieux, de consommer plus ajusté à nos besoins. Pour moi, c'est pas incompatible avec le métier d'ingénieur. Pour moi, décroissance n'est pas synonyme de âge de pierre ou retrait de l'innovation. Au contraire, si on utilise des nouveaux matériaux qui sont euh, euh, moins polluants, mais très, qui peuvent être très intéressants à développer, ou des choses qui sont plus durables dans le temps, plutôt que de chercher une solution rapide à un problème et que la machine à laver, tous les 3 ans, il faille la changer. Il y a énormément d'ingénierie à faire pour, d'une, économiser les ressources et pour que ce soit plus durable, pour que ce soit des modes de vie plus responsables. Mais ça peut passer par plein, il y a énormément de voies pour faire ça, que ce soit les analyses de cycle de vie qui sont enseignées également à Polytech, que ce soit la réduction des matériaux, par exemple l'optimisation topologique. Fondamentalement, c'est pour réduire la quantité de matériaux qu'on utilise pour quelque chose, que ce soit les véhicules électriques à hydrogène, même s'il y a encore beaucoup de critiques sur ces modes-là et que ce n'est pas encore parfait, c'est vrai, il y a énormément de potentiel dans ces technologies-là. Et il faut choisir, et je pense que c'est bien que les écoles s'engagent pour ça, et c'est la responsabilité aussi des écoles de montrer que l'un n'empêche pas l'autre, et il n'y a pas l'industrie où vous allez gagner 10 000 euros par mois ultra polluante avec que des méchants, et l'industrie écolo où vous allez gagner un SMIC et faire des trucs en bambou. Il y a des projets qui sont très intéressants pour lesquels on peut s'engager, que ce soit pour la fabrication additive, que ce soit où il y a plein de ces nouvelles technologies qui peuvent être intégrées et qui sont intéressantes d'un point de vue scientifique, qui sont intéressantes pour la planète et où je pense qu'un ingénieur peut totalement s'épanouir. J'ai des anciens élèves qui étaient avec moi à Polytech qui vont travailler sur fabriquer des vélos en bois ou travailler sur plein de... quand j'étais en Italie, mon stage en Italie, j'avais une partie de mon travail qui était sur les emballages plastiques et on avait un nouveau matériau d'emballage qu'on fabriquait en 3D. On était sur le prototypage et c'est tout simplement un matériau qui était complètement biodégradable, qui conservait au frais tant qu'on maintenait la chaîne du froid, restait parfaitement tel qu'il était, parfaitement sain pour la consommation. Et dès qu'on sortait de la chaîne du froid, vu qu'il était fabriqué avec des enzymes naturelles, il se décomposait. C'est des projets qui peuvent être très intéressants pour des ingénieurs. Je pense qu'il y a une responsabilité des écoles. Il y a les choix des ingénieurs, que les grandes écoles aient dénoncé, que Polytech se soit engagé. Ça, c'est des signes forts. Et maintenant, il faut aussi que les entreprises continuent à faire ça et que les ingénieurs prennent leurs responsabilités et continuent à s'investir. Tu as parlé de responsabilité, ça c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi et avec lequel j'ai beaucoup échangé avec mes étudiants. Moi, je vais te dire 2-3 trucs et après je vais arrêter et te laisser conclure parce qu'on a quand même passé près d'1h30 déjà et je sais qu'il faut que tu ailles bosser. Mais j'aimerais juste évoquer ça avec toi. La responsabilité, pour moi, elle n'est pas le fait de l'école, elle n'est pas le fait d'un gouvernement, elle est le fait d'une société. Elle est le fait de l'individu dans la société. Et en ce sens, l'étudiant qui dit « je fais 5 ans d'études », et en France, c'est gratuit presque les études. Et au bout de ces 5 ans, je dis ouais, mon diplôme, ça sert à rien, j'en veux pas, parce que de toute façon, vous faites exploser la planète et vos méthodes sont surannées. C'est irrecevable. Pour moi, c'est irrecevable. En revanche, l'étudiant qui dit il y a des challenges majeurs et je vais utiliser les savoirs hérités de mes profs pour pouvoir réinventer la société dans laquelle je veux vivre, là, il y a une prise de responsabilité.
Tu vois, et donc là, il y a capacité à concilier des objectifs majeurs, de ralentissement ou pas, de nouveaux matériaux, et cette espèce de prise de position d'une ingénieure ou d'un ingénieur qui dit « Moi, je fais corps avec la société dont je suis issu. Je ne suis pas là pour dire oh, c'est tout pourri, on va tous mourir. Non, je suis là pour dire je vais aider, je vais faire ma part, je me bats pour améliorer les choses. Et donc, la parole que je vais continuer et je suis désolé, je te prends de ton podcast pour la prêcher, c'est de dire à nos ingénieurs, on vous donne une éducation, et on l'a évoqué au début, héritée du cartésianisme français, et vous en êtes fort. Vous allez vous en servir pour inventer le monde de demain. Vous ne pouvez plus reculer. Vous allez vous battre, vous allez être curieux, travailleur, humble, mais vous n'allez pas reculer en disant « Oh, je ne vais pas y arriver ». Ça, c'est irrecevable pour moi. À toi. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'on apprend énormément de compétences qui sont utiles, qu'on a les cartes en main. On n'est pas responsable de tout, mais on a les cartes pour pouvoir relever les défis de demain, les challenges qui arrivent, et qu'il faut effectivement pas être totalement pessimiste. Le monde, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Maintenant, si on peut faire notre part des choses pour le faire tendre vers un peu plus de blanc, tant mieux. Et si on peut mettre à profit toutes nos compétences, travailler sur des projets qui nous éclatent pour essayer d'un petit peu changer les choses et d'aider à relever, oui, tous ces défis. Je pense que c'est positif et c'est un beau message à faire passer à tous les futurs ingénieurs de Polytech. En tout cas, toi, ton message, il est reçu 5 sur 5, mon capitaine. Tu as un super beau parcours. Et alors, je sais que je suis à peu près sûr que tu vas continuer à nous expliquer un peu dans les années qui viennent ce que tu fais, ce que tu aimes faire, etc. Donc, j'espère qu'on va se recroiser pour ce genre d'entretien. Et surtout, ce que j'aimerais peut-être imaginer, c'est que tu viennes faire des interventions dans les écoles. Comme ça, j'en parlerai. Moi, je dirai un mot. Mais parce que je pense qu'il est important que nos étudiants, surtout les plus jeunes, quand les 5A, ils commencent à avoir une maturité, mais les 3A, les gens qui sortent de prépa, qui ne savent pas dans quoi ils sont en train d'atterrir, moi, j'adorerais qu'ils puissent entendre des gens comme toi, qui puissent leur faire état du fait que nous sommes une communauté, donc Polytech un jour, Polytech toujours, et deux, que, en anglais, on dit « the world is your oyster », qu'on peut croquer le monde, quoi. Il faut être un peu ambitieux, travailleur, humble, et on va y arriver. Donc, est-ce qu'on peut te dire à bientôt? J'espère, je serais ravi je suis déjà revenu 1 ou 2 fois dans les écoles pour un petit peu discuter de tout ça. Je suis ravi de le faire à chaque fois. J'adore rencontrer nos futurs diplômés et discuter avec tout le monde, voir la vision qu'ils ont. Donc, je serais ravi de revenir pour discuter de tout ça dans le futur. Ok, bon écoute Alex, je te remercie au nom du Polycast et puis pour tous les étudiants de Polytech, c'était un chouette moment passé avec toi. Et puis bon travail, acharne-toi mais pour les bonnes raisons. Et puis on se tient au courant des efforts, de tes efforts dès que tu peux nous en parler. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bye.